Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Tout Savoir DCG. Tout d'abord, si tu veux aller plus loin, sache que des fiches de révision et des vidéos de correction d'annales sont disponibles dans la description. Allez, on attaque tout de suite le sujet du jour. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'avant-dernier chapitre de droit social, l'assurance chômage, les régimes complémentaires et les autres régimes sociaux. Dans ce chapitre, comme indiqué dans le titre, on va s'intéresser dans une première partie à l'assurance chômage. On va également voir ce qui vient en complément de cette assurance chômage, donc les régimes complémentaires. Et on va également voir d'autres régimes spécifiques, plus généraux, qui s'appliquent à certaines professions. Premièrement, la protection contre le chômage, le régime d'assurance chômage, et donc comment ça se passe. Le régime est géré paritairement par les syndicats de salariés et les organisations patronales au sein de France Travail. Il y a un contrat d'engagement. Ce contrat d'engagement, il est conclu par le demandeur d'emploi dans les 30 jours de son inscription à France Travail. Il a 3 caractéristiques, la nature et la caractéristique de l'emploi ou des emplois recherchés, la zone géographique privilégiée et le niveau de salaire attendu. Ces 3 caractéristiques, elles permettent de former l'offre raisonnable d'emploi. Le contrat fait également mention du plan d'action de France Travail. En contrepartie, le demandeur d'emploi doit accomplir des démarches effectives et régulières de recherche d'emploi, donc il doit justifier à France Travail qu'il recherche en effet un emploi. Il doit également accepter les offres raisonnables d'emploi, être assidu et participer activement aux actions prévues par le plan d'action. Donc ça on le verra plus tard, mais concrètement, s'il y a une offre d'emploi qui correspond à ces 3 caractéristiques-là, eh bien le salarié est en principe obligé de l'accepter, ou du moins il ne peut refuser plusieurs offres raisonnables d'emploi qui correspondent à ces caractéristiques. Et on verra quelles sont les conséquences de ces refus. L'allocation chômage, donc ce qu'on appelle plus communément le chômage, c'est l'ARE, l'aide au retour à l'emploi. Il y a 7 conditions pour en bénéficier. Premièrement, des conditions relatives à la durée du travail effectif. C'est avoir travaillé 130 jours ou 910 heures au cours des 24 derniers mois. 36 mois s'il a plus de 55 ans. Avoir été involontairement privé d'emploi. Pour la particularité, la démission est considérée comme involontaire. C'est un motif légitime. Enfin, cette démission est comprise dans les motifs. Être inscrit en tant que demandeur d'emploi. Être à la recherche effective et permanente d'un emploi, donc en fait ça pour faire simple c'est être inscrit à France Travail, être physiquement apte à l'exercice d'un emploi, être âgé de moins de 62 ans et 9 mois si c'est une génération 63 à moins de 64 ans ou moins de 67 ans si le demandeur d'emploi ne justifie pas avant cet âge du nombre de trimestres requis pour la retraite à taux plein. Et enfin, résider sur le territoire français. Ces 7 conditions sont obligatoires pour bénéficier de l'ARE, aide au retour à l'emploi. Pour les petites remarques, le salarié démissionnaire poursuivant un projet professionnel ont également droit à l'ARE. Il y a 2 conditions. Premièrement, avoir travaillé au moins 5 ans de manière continue avant la date de démission pour un ou plusieurs emplois. Et également poursuivre un projet de reconversion professionnelle nécessitant le suivi d'une formation ou créer un projet de création ou de reprise d'une entreprise. Donc ces 2 conditions-là permettent à un salarié démissionnaire de bénéficier de l'ARE. Elles sont cumulatives évidemment. Et également les travailleurs indépendants qui ont droit à l'ARE sous 4 conditions. Premièrement, justifié d'une activité non salariée ininterrompue pendant au moins 2 ans au titre d'une seule et même salariée, donc par exemple un auto-entrepreneur. Et également justifié de revenus antérieurs d'activité au titre de cette activité non salariée d'au moins 10 000 euros par an. Justifié d'un niveau de ressources inférieur au RSA. Et enfin, avoir fait l'objet d'un redressement judiciaire ou d'une liquidation judiciaire. Donc, dans ce cas-là, étant donné que c'est un travailleur indépendant, on ne parle pas de démission ou on ne parle pas de licenciement ou quoi que ce soit. On parle de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, c'est-à-dire que son entreprise a fermé et par conséquent, il se retrouve dans cette situation-là. Comment ça se passe ? Donc l'ARE, elle est versée avec un délai de carence de minimum 7 jours. La durée d'indemnisation de cette ARE, c'est 18 mois pour les demandeurs d'emploi de moins de 55 ans, 22,5 mois pour ceux entre 55 et 56 ans, et enfin 27 mois pour ceux de plus de 57 ans. Mais donc on va pouvoir se demander, après cette durée d'indemnisation, qu'est-ce qu'il y a ? On va le voir juste après. Le taux d'ARE journalier, c'est 40,4% plus une part fixe.
On ne va pas vous demander de savoir exactement les taux, etc. Il faut juste savoir qu'il y a un taux journalier. À savoir que l'ARE peut être cumulée avec une activité professionnelle à condition évidemment de ne pas dépasser le montant du salaire perçu par le demandeur d'emploi antérieurement à la perte de son emploi. L'arrêt du versement. Eh bien, premièrement, le demandeur retrouve une nouvelle activité professionnelle. Le demandeur ne réside plus en France ou le demandeur remplit les conditions pour bénéficier de la retraite à taux plein. Donc, dans ces cas-là, en fait, l'arrêt est définitif puisqu'il ne respecte plus certaines conditions de l'ARE. L'arrêt du versement temporaire est également possible en cas de radiation. Par exemple, le demandeur d'emploi est radié de la liste des demandeurs d'emploi, dans certains cas. Donc, comme j'ai pu le citer précédemment, eh bien, dans le cas où le demandeur d'emploi a refusé plusieurs fois des offres raisonnables d'emploi, il peut être radié du versement, il peut être radié des listes et donc ne plus percevoir l'ARE. Et donc, comme j'ai dit précédemment, après l'ARE, il y a quoi? Eh bien, il y a l'ASS. L'ASS, c'est l'allocation solidaire spécifique. Elle est versée aux demandeurs d'emploi ayant épuisé leurs droits sous certaines conditions. Ces 3 conditions cumulatives, il faut être apte à occuper un emploi, il faut avoir travaillé au moins 5 ans dans les 10 jours avant la fin du contrat de travail qui précédait le versement de l'ARE, et enfin, les ressources du demandeur doivent être inférieures à un plafond. Il ne faut pas le savoir en détail, mais simplement il y a un plafond. L'ASS, elle est de 19,33 € par jour et elle est accordée par période de 6 mois renouvelable. La protection sociale des demandeurs d'emploi. Comme on l'a vu précédemment, les salariés sont protégés en cas de risque, de maladie, de vieillesse, de risque professionnel, protection de la famille et prévoyance. Mais donc, qu'en est-il pour les demandeurs d'emploi? Eh bien, pour les risques maladie, maternité, invalidité, donc tout ce qui est non professionnel, eh bien, ils sont, pendant toute la durée d'indemnisation, demandeurs conservent les droits aux prestations en nature et en espèces. Lorsque le demandeur d'emploi n'est plus indemnisé, il conserve le droit aux prestations en nature sans indemnisation de durée, s'il continue de résider en France. Et il conserve également les droits aux prestations en espèces pendant 12 mois. Le risque vieillesse, le demandeur d'emploi continue de valider les trimestres pour l'assurance retraite. Donc rien de changé. Le risque professionnel, le demandeur d'emploi n'est plus couvert par l'assurance risque professionnel, sauf exception, par exemple une maladie professionnelle après la perte d'un emploi, accident à l'occasion d'actions mises en place par France Travail. Donc pour faire simple, en général, il n'est plus protégé, puisqu'il n'exerce plus une activité. On l'a vu dans un précédent chapitre. La protection de la famille, le demandeur d'emploi continue de percevoir les prestations familiales. Et enfin, le régime de prévoyance, les demandeurs d'emploi couverts chez leur ancien employeur par une complémentaire santé, qu'on va voir juste après, bénéficient du maintien de leurs droits dans la limite de leur dernier contrat de travail, sans que ce maintien puisse excéder 12 mois. L'activité partielle, ça on l'a vu durant la pandémie, certaines entreprises se mettaient en activité partielle. Concrètement, ça sert à quoi? Ça permet à une entreprise de réduire la durée hebdomadaire du travail ou de fermer temporairement plutôt que de procéder à des licenciements économiques. Donc, durant cette activité partielle, le contrat de travail est suspendu. Certains cas d'activité partielle sont acceptés, tout ce qui est sinistre, intempérie, exceptionnel, etc. On ne va pas rentrer en détail. Premièrement, comment elle est mise en place? Il faut consulter le CSE lorsque l'effectif est supérieur à 50 salariés, puis également adresser une demande d'autorisation à la DRETS qui dispose d'un délai de 15 jours pour accepter ou refuser. Dans le cas où l'autorisation est accordée, elle ne peut dépasser 3 mois. Par contre, elle peut être renouvelée dans la limite de 6 mois consécutifs ou non sur 12 mois. Dans ces cas-là, qu'est-ce qu'elle permet l'activité partielle? Eh bien, les salariés, plutôt qu'être licenciés, ils perçoivent une indemnité partielle de 60% de la rémunération brute sans pouvoir être inférieure au SMIC. Les salariés en formation, eux, perçoivent 100% de leur rémunération nette. L'État verse à l'employeur une aide, une allocation d'activité partielle de 36% de la rémunération brute. Le contingent d'heures chômées est indemnisable par l'État et de 1000 heures par an et par salarié, sauf modernisation de l'entreprise. Donc c'est à peu près tout pour l'activité partielle, c'est ce qu'il faut retenir au niveau des indemnisations et de la mise en place. Maintenant, les régimes complémentaires. À quoi ça sert? Premièrement, la prévoyance complémentaire. Ça a pour objet de compléter les prestations versées par la sécurité sociale. Elle peut être instaurée par voie conventionnelle dans l'entreprise ou être assurée par des organismes privés spécialisés. La voie conventionnelle tout d'abord. Eh bien, il y a 3 étapes, 3 solutions possibles. C'est la négociation d'un accord d'entreprise,
la ratification à la majorité des salariés d'un projet proposé par l'employeur, ou alors la décision unilatérale de l'employeur. Je ne suis pas rentré en détail, je vous conseille de lire et d'apprendre. Dans tous les cas, le CSE est obligatoirement consulté avant la mise en place d'un régime de prévoyance par voie conventionnelle. A savoir que si aucune couverture de prévoyance n'existe dans l'entreprise, le CSE peut décider, dans le cadre de ses activités sociales et culturelles, de souscrire à un contrat collectif de prévoyance. L'adhésion des salariés à ce régime est facultative. Donc, on l'a vu précédemment, tout ce qui est CSE, activités sociales et culturelles, etc., on ne va pas rentrer en détail, mais ça peut y être associé. Les organismes de prévoyance. Il y a 3 catégories, on va encore une fois pas rentrer en détail. Il y a les institutions de prévoyance, les mutuelles et les compagnies. La mise en place obligatoire d'une complémentaire santé. Cette fois-ci, la mise en place est dite obligatoire. Toutes les entreprises doivent faire bénéficier leurs salariés d'une couverture complémentaire santé. La loi définit un panier de soins, c'est-à-dire un minimum de garanties qui doivent être incluses dans le contrat. L'employeur il doit prendre en charge minimum 50% des cotisations. L'adhésion est en principe obligatoire. La retraite complémentaire. L'organisation de la retraite complémentaire. Eh bien, c'est une complémentaire à la retraite de base, c'est obligatoire. Pour en bénéficier à taux plein, c'est les trimestres requis, ou alors 62 ans avec retraite de base. Et le montant de la pension, c'est calculé par l'Agirc Arrco. Remarque, il est possible de racheter des points de retraite au titre d'années d'études supérieures dans la limite de 3 années et de 70 points par an, à condition d'avoir procédé à un rachat de trimestres équivalent dans le cadre du régime de la sécurité sociale. La retraite progressive. La pension de réversion, on l'a vu dans un précédent chapitre. Les autres régimes sociaux. Premièrement, les régimes agricoles. La mutualité sociale agricole, MSA, est le régime de protection sociale des agriculteurs, à savoir que les exploitants agricoles, les membres de leur famille participant à l'exploitation, mais aussi les agricoles, peuvent en bénéficier. Ce régime est obligatoire. La MSA est placée sous la tutelle du ministre de l'Agriculture. Les salariés agricoles bénéficient des mêmes prestations en nature et en espèces que les salariés relevant du régime de la sécurité sociale. Pour les exploitations agricoles et les membres de leur famille participant à l'exploitation, premièrement, une prestation maternité et les prestations familiales sont identiques, et les prestations maladie, invalidité, risque, etc. sont soumis à des conditions propres à la MSA. Et enfin, le régime des travailleurs indépendants. Il va concerner toutes les personnes exerçant une activité artisanale, commerciale, libérale, ainsi que les associés de certaines sociétés. Il est intégré au régime général de la sécurité sociale avec des spécificités de financement. Et les prestations en nature et familiales sont identiques à celles du régime général, et les prestations en espèces, retraite, maladie, maternité, invalidité, varient selon la profession et sont soumis à des règles particulières. C'était tout pour ce chapitre. Ce qui est important pour ce chapitre, eh bien, c'est premièrement donc les 3 conditions qui qualifient une offre raisonnable, donc la nature, la zone géographique, le niveau de salaire attendu, les 7 conditions pour bénéficier de l'ARE ainsi que les conditions spécifiques aux salariés démissionnaires et aux travailleurs indépendants, le fonctionnement général de l'ARE, également tout ce qui concerne les demandeurs d'emploi en termes de protection, l'activité partielle. En bref, c'est à peu près tout qui est important dans ce chapitre, mais il faut insister sur toutes les conditions qu'il faut absolument savoir.